par email, si vous voulez, pendant ce live webinar sur mon email à marcelpoirier@marcelpoirier.com. Alors, nous allons démarrer avec Florian qui va nous poser la première question. Alors bonjour à tous. On va commencer avec une question d'ordre général et vraiment d'actualité. C'est quand est-ce qu'on pourrait estimer une réouverture globale des ambassades et des consulats à travers le monde? Alors, tout dépend du pays où vous êtes situé. Par exemple, pour ceux d'entre vous qui sont en France, l'ambassade américaine à Paris est cédulée de réouvrir le 15 mai. Les premiers rendez-vous sont donnés le 4 juin. Certaines ambassades n'ont pas complètement fermé, mais la majorité des ambassades, je pense, et des consulats seront réouverts fin mai, début juin. Alors on va avoir des séries de questions actuellement là sur les cartes vertes et les différentes options de cartes vertes. Alors pour commencer, après combien d'années de résidence en tant que résident permanent, donc détenteur de carte verte, peut-on appliquer pour la citoyenneté? Alors, tout dépend de par quelle façon vous avez obtenu la carte verte. Si vous avez obtenu la carte verte par le biais de l'emploi, vous devez attendre 5 ans avant de pouvoir demander la citoyenneté américaine. 90 jours avant votre 5e année de résidence permanente, vous pouvez appliquer. Si vous avez obtenu la carte verte par le biais du mariage à un Américain ou américaine et que vous êtes toujours marié, vous pouvez appliquer après 3 ans. Alors, si la carte verte est obtenue seulement par le biais du mariage à un Américain-américaine, vous pouvez appliquer après 3 ans de carte verte si vous êtes toujours ensemble. Si vous êtes divorcé et que vous n'êtes plus ensemble, vous devez attendre les 5 ans. Alors pour revenir sur les cartes vertes basées sur le mariage, est-ce qu'il y a une durée minimum à prouver au niveau du mariage avant de pouvoir soumettre la demande? Non. Aussitôt que vous êtes marié, vous pouvez soumettre la demande. C'est sûr que vous devez prouver que c'est un mariage en bonne foi. Alors, des preuves de comment vous vous êtes rencontrés, où vous êtes rencontrés, des choses comme ça. Et au moment de l'interview, vous devrez soumettre des preuves de la relation, des choses que vous avez mis en commun, des comptes en banque, des cartes de crédit, un bail, des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'attente. Aussitôt que vous vous mariez avec un Américain, américaine ou carte verte, vous pouvez envoyer votre demande de résidence permanente. Et alors, au niveau des demandes de carte verte basées sur le mariage ou toute demande de carte verte, est-il possible d'expliquer la différence entre un ajustement de statut qui serait soumis à USCIS, donc depuis l'intérieur des États-Unis, ou à travers la procédure du NVC qui est depuis l'étranger? Alors, d'abord, pour faire ce qu'on appelle Adjustment of Status, ça veut dire un changement de classification de l'intérieur des États-Unis, vous devez déjà être aux États-Unis avec un visa non immigrant ou pour le cas des époux, épouses des Américains ou des parents d'Américains, vous pouvez être aux États-Unis avec un statut touriste. Alors ça, c'est des exceptions que si vous êtes marié avec un Américain ou que vous êtes les parents d'un Américain. Normalement, vous devez avoir un visa non immigrant pour pouvoir accéder au changement de classification que nous appelons Adjustment of Status. Vous pouvez aussi prendre la décision de ne pas le faire de l'intérieur des États-Unis et d'aller chercher votre carte verte à l'ambassade américaine de votre pays d'origine. Alors, les délais sont à peu près les mêmes. La différence principale, c'est que, un, vous restez à l'intérieur des États-Unis, vous ne quittez pas pour aller dans votre pays d'origine. Et deux, quand vous êtes en attente, vous pouvez recevoir un permis de voyage et un permis de travail temporaire que vous recevez avant l'obtention de votre carte verte, ce que vous n'avez pas quand vous faites la demande au niveau consulaire par le biais du National Visa Center. Vous n'aurez pas les permis temporaires. Aussi, une différence importante, c'est que si vous êtes sur certaines classifications de visas non immigrants, comme par exemple E2, vous ne pouvez pas voyager à l'extérieur des États-Unis tant que vous n'avez pas le permis de voyage. La même chose si vous avez une carte verte basée sur le mariage, vous devez attendre d'avoir cette autorisation de voyager. Alors pour ceux qui ne veulent pas être bloqués de voyager, qui ont besoin de voyager, pour le travail ou pour autre, souvent la procédure la plus simple, c'est d'aller chercher la carte verte à l'ambassade de votre pays où vous n'êtes pas bloqué de voyager. C'est une des différences importantes. Alors une autre question qui nous a été posée, c'est après combien d'années de résidence aux États-Unis les enfants des parents ayant un visa E2 peuvent-ils acquérir leur titre de séjour? Est-ce qu'un visa E2 déboucherait sur une carte verte automatiquement? Non, le visa E2 ne débouche pas sur une carte verte automatiquement, même si vous êtes aux États-Unis depuis 30 ans, même si les enfants sont aux États-Unis depuis très longtemps, le visa E2 ne débouche pas sur une carte verte à moins de faire une demande de carte verte. Il n'y a pas d'automatisme par rapport à la durée de séjour. Il faut faire vraiment une demande de carte verte par le biais d'investissement ou autre, par le biais de l'emploi ou investissement, ou le mariage pourrait déboucher une carte verte.
Alors, quelques questions d'ordre un peu plus personnel de la part de beaucoup de nos clients ou de personnes qui sont intéressées par ce web séminaire. Je suis française, travaillant actuellement aux États-Unis avec un visa E2 et désormais mariée à un Américain. Compte tenu de la situation et de l'arrêt temporaire des cartes vertes, puis-je débuter les démarches pour ma carte verte basée sur le mariage ou dois-je attendre la levée de l'arrêt? Il n'y a pas d'arrêt dans le moment pour l'immigration. Les dossiers continuent à être envoyés. Tout est en cours. L'immigration américaine ne s'est pas arrêtée. Alors, les dossiers peuvent être envoyés. Les seules choses qui ont été arrêtées, qui vont reprendre le 4 juin, ce sont les prises d'empreintes digitales et les rendez-vous à l'immigration en personne. Mais les dossiers continuent à être envoyés. Les dossiers continuent à être traités normalement. Alors, si vous êtes aux États-Unis et que vous voulez envoyer un dossier à l'immigration américaine, comme aux ambassades, les dossiers sont quand même envoyés aux ambassades américaines. Les visas investisseurs sont envoyés. Les rendez-vous en personne ne démarreront pas avant juin. Mais les dossiers continuent. L'immigration n'est pas du tout arrêtée. Alors une autre question un peu plus technique, c'est j'ai la carte verte depuis 2 ans et suis sorti du territoire américain depuis 17 mois pour travailler à l'étranger. Ai-je la possibilité de pouvoir revenir aux États-Unis malgré une telle absence du territoire sans avoir demandé préalablement de re-entry permit? Alors, une durée de 17 mois, c'est bien au-dessus de la durée autorisée de rester à l'extérieur des États-Unis. Alors, quand vous allez revenir aux États-Unis, ça sera la discrétion de l'officier de douane de vous laisser rentrer aux États-Unis. Ils peuvent également vous demander de ne pas conserver cette carte verte. Alors, la procédure sera faite directement à la douane pour savoir si vous êtes en mesure de revenir. 17 mois, c'est très, très long. C'est normalement une violation de votre carte verte. Alors, vous devez parler avec un avocat avant de prendre la décision de revenir ou pas et de quelle façon revenir, quelle méthode, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Parce que vous n'avez pas le droit de rester aussi longtemps à l'extérieur sans demander un re-entry permit. Alors, soyez vigilants et je vous conseillerais de faire une consultation à ce sujet. Est-ce qu'il y aurait du coup un risque de perdre la carte verte? Oui, il y a un risque de perdre la carte verte définitivement. Alors, un officier de douane vous pouvez demander de passer devant un juge pour que le juge prenne une décision. Mais ça, c'est une procédure qui est assez complexe. Encore une fois, ce n'est pas une réponse que je peux donner en quelques secondes. Il faut vraiment avoir une consultation précise. Merci, Maître Poirier. Alors actuellement, citoyen français et résident américain, donc détenteur de la carte verte depuis 2 ans, je suis en ce moment en Floride et aimerais me rendre en France. On m'a informé que mon retour aux États-Unis pourrait être compromis, sachant que l'admission des détenteurs de carte verte est autorisée mais considérée comme un rapatriement pour les gens qui se trouveraient en Europe au moment où Donald Trump a décidé de fermer les frontières. Si je pars des États-Unis vers l'Europe, alors que le travel ban est toujours en place, pourrait-on me refuser mon admission aux États-Unis? Non, ils ne vont pas vous refuser votre admission aux États-Unis, mais ils vont vous demander d'être en confinement pendant une période, confinement volontaire, pendant une période de 14 jours. Ils vont vous demander de signer un document à votre arrivée aux États-Unis où vous acceptez d'être confiné pendant une période de 14 jours. Ça, c'est certain. Mais vous êtes capable de revenir aux États-Unis parce que vous êtes détenteur d'une carte verte. Alors, quelles seraient les possibilités, temporaires ou permanentes, qui s'offriraient à des parents de nationalité étrangère dont l'enfant est citoyen américain afin de l'accompagner dans ses études aux États-Unis? Alors, si l'enfant n'a pas 21 ans, il ne peut pas parrainer les parents pour une demande de résidence permanente. Alors, à ce moment-là, les parents peuvent demander strictement un B2, une période de 6 mois, pour venir accompagner l'enfant qui est américain pendant la période d'études. Ils n'ont pas d'autres droits avant les 21 ans de l'enfant. Même le fait qu'il est américain ne donne aucun droit aux parents différent que le B2 de 6 mois, qui serait le maximum autorisé aux États-Unis. Tant que l'enfant n'a pas 21 ans et qu'il ne peut pas parrainer les parents pour la carte verte, les parents doivent passer par les visas non immigrants réguliers. Alors une question sur une carte verte basée sur le travail et l'emploi. Un chef d'entreprise désire m'embaucher et donc me sponsoriser pour une demande de carte verte. Suite à l'executive order récemment mis en vigueur, pensez-vous que nous pourrions entamer ensemble ce processus à la fin de cette suspension temporaire? Alors, la suspension temporaire, normalement, est pour une période de 6 mois, de 60 jours, pardon. Avant de pouvoir demander une carte verte basée sur l'emploi, normalement, dépendamment des catégories, mais en règle générale, il y a la partie Labor Certification qui est faite par le biais du département du travail. Ce n'est pas par l'immigration. Et cette procédure dure entre 6 mois et 10 mois.
mois. Alors, cette procédure peut être démarrée à n'importe quel moment parce que ça va aller bien au-delà de la suspension de 60 jours. Avant de pouvoir appliquer pour une carte verte basée sur l'emploi, il faut d'abord avoir obtenu une certification par le département du travail. Normalement, si c'est une carte verte basée sur une catégorie EB2 qui est pour les diplômés, EB3 pour les gens qui sont diplômés avec moins de master's degree ou autre. Alors, pour ceux qui passent par le biais d'une Labor Certification, ce processus dure presque 10 mois. Alors, ce n'est pas une demande de carte verte. Alors, même si vous êtes à l'étranger, vous avez largement le temps de démarrer la Labor Certification et le ban d'ici 8 à 10 mois va être terminé de toute façon. Alors pour revenir sur l'arrêt pour l'instant temporaire des prises d'empreintes, par exemple dans les centres USCIS qui sont actuellement fermés, une personne nous demande qu'elle est actuellement en cours de procédure de carte verte par ajustement de statut. Elle devrait avoir son Work Permit et Travel Permit pour le mois de juin, ayant lancé la procédure en décembre 2019. Pour les personnes qui seraient en cours d'ajustement de statut, en plein milieu d'ajustement de statut, est-ce que le traitement des dossiers, du coup, est-il suspendu pour le moment? Non, les traitements de dossiers ne sont pas suspendus. L'immigration continue. Nous avons des approbations, nous avons des demandes de documents complémentaires. Tout continue normalement. Ce qui est suspendu, c'est tout ce qui est en personne. Les prises d'empreintes digitales et les interviews qui vont reprendre début juin. Le 4 juin, tout va reprendre pour les empreintes. Alors, les procédures continuent régulièrement. Ce qui a été suspendu, c'est la demande d'accélération que nous appelons Premium Processing, où vous pouvez recevoir une réponse en 15 jours pour certaines catégories de demandes de visa. Alors ça, c'est suspendu pour le moment, mais tout le reste continue normalement. Alors j'ai une question qui a été posée par la part d'une personne qui nous demanderait, cette personne aurait eu un décès dans sa famille et souhaiterait demander un Emergency Travel Document pour voyager sans avoir la totalité de ses papiers, bien sûr. Combien de temps cette demande pourrait-elle prendre? Alors, l'Emergency Travel Permit est fait en personne. Alors, comme je disais tout à l'heure, les rendez-vous ne sont pas possibles avant début juin. Alors, vous devez vous rendre en personne à un bureau local avec un rendez-vous et vous avez la réponse sur le jour même si c'est accepté ou pas. Alors, on va passer à la catégorie au niveau de l'ESTA et plutôt du tourisme. Une question qui nous a été posée est la suivante. Je suis aux États-Unis depuis le 2 janvier avec un visa B1, B2. Le 1er juillet, je suis censé ressortir des États-Unis, mais j'ai une peur de ne pas pouvoir rentrer avec mon passeport français. Puis-je demander une extension de ce visa? Oui, si vous êtes aux États-Unis physiquement avec un B1, B2, vous pouvez demander une extension par la poste du B1, B2 en expliquant que vous avez un problème pour voyager. Alors, c'est possible de le faire de l'intérieur des États-Unis par la poste. Et combien de temps sera accordé du coup pour cette extension de visa B1, B2? Vous avez le droit de demander une période de 6 mois, mais aussitôt que vous quittez les États-Unis, la période d'extension se termine. Alors, même s'ils vous ont accordé 6 mois et que vous repartez 2-3 mois plus tard, la période d'extension se termine à votre sortie des États-Unis. Une autre question au niveau du tourisme. Je viens habituellement en vacances aux États-Unis et j'aimerais savoir si les frontières seront ouvertes en juillet pour venir en vacances. Nous vivons en France. Alors, le début de l'ouverture des frontières, personne ne peut vous donner cette réponse. Ça va dépendre de notre président quand il va décider de réouvrir les frontières. Pour le moment, elles sont fermées. Et je pense que tout va dépendre des cas et des cas et l'évolution, surtout avec l'État de New York. Alors, vous devez attendre et suivre le président des États-Unis pour cette réponse. On va maintenant basculer sur des questions qui portent majoritairement sur l'investissement, les visas E2 et le travail aux États-Unis de manière générale. Une question qui nous a été posée est: je vais acquérir une résidence secondaire en Floride en 2021. Étant agent immobilier en France, aurais-je le droit de travailler sur place comme consultant indépendant avec des agences immobilières? Non. Le fait d'acquérir un bien immobilier aux États-Unis ne vous donne aucun droit de travail ou de rester plus longtemps que ce que vous êtes autorisé en ESTA. Si vous voulez être en mesure de travailler comme agent immobilier, vous allez devoir demander un visa de travail qui vous permettra de travailler comme agent immobilier. Mais que le fait d'acquérir une propriété ou un bien ne vous donne aucun droit de travail aux États-Unis ou de séjour plus prolongé que ce qui est accordé avec le ESTA ou le B1, B2. Très bien. Alors, une autre question qui nous a été posée, c'est: est-il possible d'obtenir un visa E2 en achetant un food truck?
Oui, il est possible d'obtenir un visa E2 en achetant un food truck, mais n'oubliez pas que vous devez avoir la structure autour du food truck. Ça veut dire que le food truck doit être dans un emplacement commercial où il va être mis, par exemple, la nuit pour recharger et tout ça. Il faut quand même que vous ayez une adresse commerciale et surtout, c'est que vous devez créer de l'emploi à des Américains. Alors, si vous n'avez qu'un food truck, vous devez vous assurer que vous allez employer des Américains ou que vous en allez avoir plus qu'un sur la route. Alors, on vient de parler de l'emploi, mais est-ce qu'il y aurait un investissement minimum pour obtenir un visa E2 et comment comprendre l'expression investissement substantiel selon la définition de l'ambassade? Alors ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas d'investissement minimum. Les gens pensent qu'il y a des montants qu'il faut avoir. Il n'y a pas d'investissement minimum. La définition du mot substantiel dépend sur les revenus, la rentabilité du business que vous rachetez ou que vous créez. Alors, est-ce que le business est en mesure de vous faire vivre, vous et votre famille, et faire travailler des Américains à temps complet ou des gens qui ont la carte verte? Alors, le mot substantiel veut dire que la société, que l'entité que vous créez ou que vous rachetez, le fonds de commerce, peut vous faire vivre à un minimum, dépendamment de l'État où vous êtes et aussi des dépendants que vous avez, et donner de l'emploi à des Américains. Si l'investissement n'est pas en mesure de donner un résultat à tous ces éléments, l'investissement n'est pas considéré substantiel. Et un point important, c'est que les ambassades ne vont pas regarder vos autres revenus. Si par exemple vous avez des revenus fonciers ou que vous avez un héritage, des choses comme ça ne va pas être pris en compte. Pour que l'investissement soit considéré substantiel, il faut que vous soyez en mesure de vivre avec les revenus de cet investissement seulement, sans tenir compte du reste. Alors, vous pouvez avoir un business qui fonctionne très bien avec 30 000 et un business qui est complètement en perte avec des millions de dollars d'investissement. Alors, le montant n'est pas la clé. C'est vraiment la rentabilité et la création d'emplois. Alors, une autre question qui touche à l'actualité, qui est à propos du PPP. Ayant obtenu l'aide gouvernementale, donc le PPP, pour protéger l'emploi des Américains, risque-t-elle de porter préjudice à ma demande de renouvellement de visa E2? Alors, pour le PPP, j'invite tout le monde à être prudent. Parce que nous n'avons pas encore toutes les directives. Il va y avoir des nouvelles directives qui vont être émises par le SBA par rapport au PPP. Vous devez être prudent. Si vous l'utilisez, si par exemple vous êtes un restaurant qui a été fermé ou un salon de coiffure qui a été fermé et que vous réembauchez vos employés, que vous en avez besoin, bien sûr, il faut le faire. Mais il faut bien regarder dans quelle catégorie vous êtes de business. Alors, le PPP est une aide pour garder l'emploi à vos Américains, à vos employés américains. Ce qui est aussi le but de tous les visas investisseurs, c'est que l'ambassade va vouloir voir qu'avec le PPP, vous avez maintenu les emplois ou vous avez réembauché les gens. Alors, c'est toujours l'objectif ultime pour les ambassades à travers le monde, c'est de préserver l'emploi des Américains. Alors, si vous gardez toujours en tête que vous devez réembaucher ou que vous devez préserver les emplois, normalement, vous devriez être bon. Mais soyez prudents. Continuez à bien écouter les directives qui vont venir dans les prochains jours, dans peut-être les prochaines semaines, du SBA par rapport au PPP. Parlez avec votre fiscaliste, parlez avec vos comptables. Est-ce que vous ne pouvez pas faire avec cet argent? Et documentez bien ce que vous allez payer avec le PPP et que tout doit être documenté, et surtout que vous payez vos employés américains. Alors pour continuer sur le sujet de la crise économique et de l'impact du COVID-19 sur les entreprises américaines, une personne a demandé qu'elle voulait avoir des informations sur le renouvellement des visas, par exemple en 2021. Que compte-t-il faire suite à la catastrophe économique et à la fermeture de nos entreprises? Alors, j'ai déjà une bonne nouvelle, c'est que nous avons renouvelé un visa E2 de l'intérieur des États-Unis cette semaine qui a été approuvé. J'aimerais donner cette nouvelle pour tous les gens qui m'écoutent et qui sont peut-être un peu inquiets. Malgré le COVID-19, malgré la fermeture de leur business, malgré le fait que les revenus avaient complètement arrêté en mars parce que c'était un business qui était dans le domaine de la vente, ils ont dû fermer. Alors, nous avons envoyé le dossier de renouvellement depuis que la crise a commencé avec une explication de ce qui s'est passé, des fermetures, des preuves de fermeture, et le visa a été approuvé. Le renouvellement a été approuvé. Alors, il faut, encore une fois, que vous documentiez ce qui vous est arrivé, le fait que vous avez une fermeture, que vous avez été obligé
d'arrêter vos employés parce que vous êtes fermé par ordre du gouvernement. Et ensuite, avec cette information, envoyez le dossier pour montrer que quand la réouverture va commencer, que vous reprenez votre chiffre d'affaires. Alors, toutes les ambassades à travers le monde sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui et que les business sont fermés et que ce n'est pas de votre faute que durant mars-avril, par exemple, vous n'avez eu aucun chiffre d'affaires. La preuve, c'est que nous l'avons fait. Nous l'avons fait le dernier mois. Et tout était fermé, il y avait 0 de rentrée d'argent et ça a été approuvé. Alors, soyez positifs, bien documentés, réembauchez vos employés quand vous le pouvez et repartez graduellement votre business. Alors, c'est sûr que cette période de transition entre mars et juin, juillet, quand les choses vont reprendre, les ambassades à travers le monde vont le prendre en compte. Mais vous devez bien montrer la différence entre mars, par exemple, vous avez arrêté le chiffre d'affaires et quand vous avez repris. La documentation est importante. Gardez tous les ordres du gouvernement, des comtés, qui dit que vous avez été fermé. Nous, ce que nous avons fait, par exemple, sur ce dossier, c'est que nous avons imprimé, nous avons envoyé avec le dossier la preuve que Miami avait été fermé à partir d'une certaine date. Alors ça, c'est de la documentation que vous devez conserver pour vos renouvellements qui peuvent être dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Conservez l'information maintenant. C'est très important. Alors, une question suivante, c'est: je suis actuellement au Canada et vais déménager aux États-Unis car j'y commence un nouveau travail le 6 juillet. L'entreprise a fait une demande de H-1B. La première question est: pensez-vous que USCIS va permettre le traitement accéléré sous 15 jours, autrement appelé Premium Processing, bientôt? Est-ce que ça va revenir? Je ne peux pas vous dire quand ça va revenir. Le Premium Processing a été suspendu pour le moment et personne n'a une information. Je n'ai pas encore l'information de l'immigration quand ça va être remis, malheureusement. Alors, est-ce qu'il serait possible de commencer à travailler sans avoir eu la décision de USCIS par rapport à ce visa H-1B? Non, vous devez attendre d'avoir eu l'approbation pour pouvoir commencer à travailler. Et dernière question, serait-il possible de passer la frontière entre le Canada et les États-Unis si ce visa avait été obtenu? Si le visa est accordé, vous pouvez rentrer, mais pas plus de 10 jours avant le début d'emploi. Le début d'emploi pour le H-1B est le 1er octobre. Alors, vous n'avez pas le droit de rentrer aux États-Unis avec le H-1B plus de 10 jours avant le début de votre emploi. Alors, pour revenir sur la situation générale au niveau de l'impact du virus sur les renouvellements et les dossiers de visa investisseurs, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme impact et comme nouvelles consignes que l'ambassade pourrait appliquer au sujet des visas E2 investisseurs, mais aussi E2 employés essentiels? Alors, pour les visas E2 investisseurs, et ça, c'est mon opinion personnelle en tant qu'avocate qui a traité beaucoup de visas E2 investisseurs, je pense que les ambassades à travers le monde vont vraiment demander ou obliger les investisseurs à embaucher des Américains, à créer de l'emploi. Ça va être quelque chose qui je pense, qu'ils vont être intransigeants. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui sont en train de réfléchir à faire un visa investisseur, assurez-vous bien que le business que vous allez créer ou que vous allez racheter emploie des Américains. Ou si vous créez un business, avant de présenter le dossier à l'ambassade, je vous conseille fortement d'avoir embauché des Américains avant même de présenter le dossier. Parce que je ne pense pas qu'avec plus de 20 millions de chômage, depuis le plus grand nombre de chômage depuis la Grande Dépression, que les ambassades vont laisser des investisseurs venir aux États-Unis sans avoir créé de l'emploi déjà à des Américains. Alors ça va être important. Quand vous regardez un business, quand vous pensez à créer ou quand vous pensez à racheter, un des premiers éléments va être l'embauche d'Américains ou de gens qui ont la carte verte. Ça va être très, très important. Pour les employés essentiels, encore une fois, c'est mon opinion. Basée sur les années précédentes et mon expérience en immigration. Les employés essentiels, vous devez vraiment être essentiels. Il faut vraiment prouver, un peu comme nous devons faire avec une demande de carte verte, que vous avez des aptitudes, des qualifications, des connaissances que l'employeur ne peut pas trouver dans la zone de son business. Parce que ce qu'un Américain ne peut pas faire, je pense que ça va être important de faire des annonces, de prouver que vous avez essayé de recruter des Américains ou des résidents permanents, ce qu'on appelle US Worker, qui est résident permanent ou citoyen américain, et que vous devez vraiment documenter que vous avez un savoir-faire
qui est pas retrouvé ici. Je pense qu'il va y avoir des restrictions importantes au niveau des employés essentiels, beaucoup de difficultés au niveau des employés essentiels, même des H-1B. Je crois que les H-1B vont être impactés également. Nous attendons, le président des États-Unis va nous donner normalement, il devait le faire dans les 30 jours après sa proclamation des cartes vertes, les changements sur les visas non immigrants. Il a bien indiqué dans la proclamation qu'il voulait que la priorité soit donnée à l'emploi pour les Américains ou pour les cartes vertes. Alors, pour les employés essentiels, il va falloir que votre dossier soit béton pour montrer votre savoir-faire et prouver qu'un Américain ne peut pas faire ce travail. Alors, pour revenir sur l'emploi des personnes américains, US workers, pour un visa E2 investisseur, de quelle façon on pourrait recruter des employés? Est-ce qu'il y a différentes manières de les avoir salariés, d'avoir des sous-traitants? Comment cela s'organise? Alors, pour les E2 investisseurs, ce qui est différent du programme EB5, les E2 investisseurs, vous pouvez employer des gens par les salariés que nous payons avec le formulaire que vous nous donnons à la fin de l'année qui s'appelle le W2. Ce sont les salaires classiques comme vous connaissez. Vous pouvez également embaucher des gens en sous-traitant que vous payez par contrat ou à la commission. Qui sont payés à la fin, vous avez un formulaire qui s'appelle le 1099. Alors, ça, c'est les sous-traitants indépendants, commission, et les salariés. Pour le E2, les deux sont considérés que vous donnez de la main-d'œuvre à des Américains. Alors, c'est ce qu'on appelle en anglais labor, ce qui veut dire main-d'œuvre. Vous devez créer de l'emploi. L'emploi peut être direct, ça veut dire que vous avez vos salariés, peut être aussi indirect, ça veut dire que vous avez vos sous-traitants, les gens que vous payez à la commission. À ce moment-là, je vous conseillerais peut-être de leur montrer que vous avez des contrats pour les gens à la commission ou de la facturation, mais il va falloir que ce soit documenté que vous avez des employés américains qui travaillent pour vous. Encore une fois, n'oubliez pas, salariés, direct, indirect pour les visas E2, pas pour les EB5. Les EB5, pour les gens qui font la demande de carte verte en direct basée sur un investissement de 900 000 là, vous devez avoir des salariés, absolument, sur fiche de salaire. Alors, pour obtenir un visa E2, du coup, doit-on ouvrir la société aux États-Unis et investir les fonds avant de faire cette demande? Pour tous les visas investisseurs, vous devez avoir créé la société et investi l'argent avant de faire la demande du visa E2. Et pour ceux qui veulent faire des créations aujourd'hui, recruter des Américains avant de faire la demande, avoir déjà bien monté votre dossier. Vous devez prouver que vous êtes prêt à ouvrir ou presque prêt à ouvrir au moment de la demande. Sinon, l'ambassade vous refuse le visa temporairement en vous disant que ce n'est pas encore assez avancé, que vous n'avez pas assez fait d'étapes pour montrer que vous êtes bien prêt à ouvrir. Alors, je pense que ce côté-là également va être impacté avec les visas investisseurs. Où avant, nous pouvions demander des visas investisseurs peut-être un peu plus tôt, durant la période de préparation d'ouverture. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir aller beaucoup plus loin, peut-être même au point où vous allez ouvrir avec un manager à l'intérieur américain, mais vous devez être presque prêt à ouvrir vos portes quand vous faites une création. Un rachat, c'est plus facile parce que l'affaire est déjà opérationnelle, elle tourne déjà, il y a déjà un manager américain dedans. Alors, du côté du rachat, c'est un peu plus simple parce que vous pouvez aussi acheter avec condition d'obtention de visa où les fonds sont bloqués, si le vendeur accepte cette condition, ou acheter et avoir un manager à l'intérieur, un manager bien sûr américain, parce que vous n'avez pas le droit de travailler tant que vous n'avez pas obtenu votre visa E2 investisseur. Mais vous pouvez embaucher un manager américain qui peut gérer pour vous. Alors ça va être des petites nuances, je pense, qui vont être présentées par les ambassades. Alors, dans la continuité du visa E2, pour des personnes qui auraient ce statut depuis déjà peut-être plusieurs années, quelles seraient les options pour se diriger ensuite vers une carte verte? Alors, pour ceux qui ont des visas E2 depuis plusieurs années, regardez à vos investissements. Regardez à combien avez-vous investi à aujourd'hui. Par exemple, durant les années 5 ans, 10 ans, 15 ans que vous êtes aux États-Unis, est-ce que vous avez progressivement mis plus en plus d'argent pour accéder à peut-être un B5, qui est aujourd'hui un minimum de 900 000 dépendamment de la zone où vous êtes situé. Est-ce que vous êtes à 10 employés? Alors peut-être que vous avez l'option de faire un EB5 en direct. Peut-être que vous avez un dépendant époux-épouse qui travaille à quelque part avec un permis de travail et qui peut être parrainé par l'entité pour laquelle cette personne travaille par le biais du Labor Certification ou ce qu'on appelle le PERM, si vous avez des connaissances qui peuvent être importantes pour cette entité. Alors, la majorité du temps,
les gens accèdent à la carte verte par le biais de, bon, bien sûr, vous avez toujours la loterie. Sauf nous, les Canadiens, nous n'avons pas droit à la loterie. Mais les autres pays au monde, la majorité des pays peuvent faire la loterie. Le EB5, le EB5 peut être fait en direct ou indirect. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont en E2 et qui ne peuvent pas avoir fait le direct, ça veut dire eux-mêmes investir l'argent dans leur business avec leur création d'emploi, mais qui auraient la possibilité d'avoir 900 000 $ pour investir dans un projet EB5, ça serait une des méthodes d'obtenir la carte verte. Alors, pour ça, l'argent est bloqué pendant une période de 5 à 7 ans et vous obtenez la carte verte par cette méthode. Alors, le EB5, c'est une façon qui est assez utilisée par mes clients qui détiennent le E2 pour accéder à la carte verte, surtout pour ceux d'entre vous qui ont des enfants qui vont atteindre leurs 21 ans, sachant qu'après 21 ans, ils ne sont plus dépendants de votre visa E2. Alors, regardez bien le programme EB5. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont très, très peur, mais c'est une alternative au visa E2 de renouveler tous les 2 ans ou tous les 5 ans. Alors, merci Maître Poirier pour les réponses à toutes ces questions. Alors on va passer désormais aux questions qui nous ont été posées à l'instant en dessous de la vidéo. Alors pendant qu'on continue de les poser, n'hésitez surtout pas à nous en renvoyer ou à poser vos questions personnelles et on se fera un grand plaisir d'y répondre par la suite. Alors pour commencer, est-ce qu'un citoyen américain peut sponsoriser une personne qui est aux États-Unis depuis peut-être plusieurs années avec une situation d'illégalité, d'overstay et peut-être un dossier criminel? Alors, ça dépend quand vous dites sponsoriser. Si c'est par le biais de l'emploi, non, la personne va être déportée parce que c'est une personne qui est illégale depuis des années, dépendamment aussi du type du dossier criminel. Alors, si c'est par un sponsoring, parce que là, c'est pas très clair, mais si le sponsoring par le biais de l'emploi, ça serait pas possible. Et qu'en serait-il par rapport à une carte verte basée sur le mariage? Alors, si la personne est américaine, normalement, si la personne a été une présence physique qui n'a pas été autorisée, ils peuvent quand même demander une carte verte. Maintenant, il y a le problème du dossier criminel. Le dossier criminel, même si vous vous mariez avec un Américain, vous êtes obligé de faire un waiver et ça ne veut pas dire que vous allez obtenir la carte verte. Tout dépend du dossier criminel. Certains dossiers criminels, ça peut être possible, d'autres non. Alors ça, encore une fois, c'est une question que vous devez parler avec un avocat d'immigration, surtout par rapport au dossier criminel. Il faut analyser quel type de dossier, quelle était la sentence, quel était le niveau, est-ce que c'est un felony, un misdemeanor, dans quel domaine, quelle était l'offense exacte. Alors, il y a quand même beaucoup d'informations que je vous conseillerais de faire une consultation à ce sujet. Alors, plusieurs d'entre vous ont toujours des questions par rapport aux frontières et la possibilité de revenir aux États-Unis. Une question qui revient fréquemment étant, avez-vous une idée de quand les Français pourront revenir aux États-Unis? On en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez repréciser, Maître Poirier, quand est-ce que les frontières pourraient éventuellement être réouvertes? J'aimerais bien vous dire bientôt, mais je ne peux pas vous dire tant et aussi longtemps que le président ne vous autorise pas à rentrer aux États-Unis. Je crois que les frontières ne vont pas être ouvertes tout de suite, sauf le Canada. Il y a eu un accord entre le président Trudeau et président Trump, que le 19 mai, les frontières entre le Canada et les États-Unis seraient réouvertes. Maintenant, pour l'Europe, nous n'avons pas encore d'idée de quand ça va réouvrir. J'espère pour juillet que vous allez être en mesure de revenir et que nous pourrons aussi rentrer en Europe, mais pour nous, dans le moment, ce n'est pas encore déterminé. Alors, une question qui serait peut-être au niveau du sujet du visa E2. Je réside en Guadeloupe actuellement et j'aimerais faire connaître le sorbet guadeloupéen et les crêpes made in France aux US. Est-ce que ça serait un projet possible de visa E2? Oui, tout à fait. Alors, tout ce qui est dans la nourriture, dans la restauration, c'est toujours des projets qui sont bien pour les visas E2. Encore une fois, assurez-vous que vous allez avoir besoin de main-d'œuvre américaine pour votre projet. Alors, on va revenir sensiblement à la première question que je vous ai posée à l'instant. Je suis sous ESTA qui va se terminer prochainement, mais je suis marié à une Américaine. Je ne veux pas rentrer évidemment dans mon pays. Est-ce que cela pose un problème si je reste après la date limite de mon ESTA et que je fais l'ajustement de statut? Alors, moi, je vous conseillerais de ne pas dépasser votre date limite de ESTA et de vous régulariser avec une demande de carte verte avant la date limite du ESTA, si c'est possible. Sinon, je sais que les cours sont fermés, qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, mais mon conseil, ça serait d'essayer d'envoyer la demande de carte verte avant la fin du ESTA. C'est toujours préférable.
Alors, quel risque cette personne encourrait si elle envoyait la demande peut-être plus tard et qu'elle serait du coup en train de faire une violation d'overstay? Alors, si la demande de carte verte n'a pas été faite et que vous n'avez pas un dossier avec un reçu et que vous êtes arrêté en conduisant par la police, des choses comme ça, vous pouvez être déporté. Le fait d'être marié à une Américaine sans avoir envoyé un dossier ne vous donne aucun droit. Alors, il faut vraiment que le dossier soit en cours avec un numéro de reçu. Sinon, même si vous avez un mariage, vous pouvez être déporté, être mis en déportation. Alors, si je suis canadienne et que je n'ai aucun papier américain, donc papier, on entend visa ou carte verte, est-ce que je pourrais rentrer aux États-Unis la semaine prochaine? Si je suis canadienne, vous avez le droit de rentrer aux États-Unis avec un passeport canadien. Maintenant, quand les frontières vont réouvrir, qui va être normalement le 19 mai, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine déjà, vous pouvez rentrer aux États-Unis avec un passeport canadien. En touriste, hein? En touriste. Alors, pour des Français ou d'autres nationalités qui nécessiteraient d'avoir un visa B1, B2 pour voyager en tant que touriste aux États-Unis, quelle serait la durée moyenne pour obtenir environ un visa B1, B2? Alors, quand l'ambassade va réouvrir, vous faites votre demande de B1, B2 et vous avez la réponse le jour même si le visa est accordé. Si le visa est accordé, vous devez laisser vos passeports à l'ambassade. Les visas sont laminés à l'intérieur et vous sont retournés par la poste entre 3 et 5 jours après. Et ensuite, vous pouvez rentrer aux États-Unis. Alors, une autre question qui serait plutôt peut-être sur le cas d'un visa E2 employé essentiel ou peut-être une demande de carte verte basée sur l'emploi. Étant français diplômé avec un Bachelor of Science fait en 2001, est-ce que cela me permettrait de trouver facilement un emploi aux États-Unis? Bon, alors, trouver un emploi, premièrement, vous devez être conscient que vous n'avez pas le droit de rentrer aux États-Unis pour chercher de l'emploi. Alors, ce que vous devez faire, c'est regarder peut-être quand vous êtes toujours en France, les différents sites comme Indeed, Monster, Craigslist, pour voir si les sociétés américaines recrutent des gens comme de votre niveau avec votre type de diplôme. Mais vous n'avez pas le droit de utiliser votre ESTA pour rentrer aux États-Unis pour venir chercher de l'emploi. Alors moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est rester en France et consulter tous les sites de recrutement et à partir de là, voir s'il y aurait des sociétés américaines qui seraient intéressées à votre profil. Ok. Alors, une autre question qui vient de nous être posée, c'est je souhaite immigrer en Floride prochainement et souhaiterais savoir s'il est possible d'obtenir un visa E2 en ayant une activité de marchand de biens, achat, vente de biens immobiliers, et en ayant des employés américains. Alors, ça dépend du niveau que vous allez faire. Si vous achetez, par exemple, une maison, que vous achetez et que vous revendez, ça ne suffit pas. Il faut que le nombre de biens demande une gestion à temps plein et demande d'avoir des employés américains. Alors, si vous aviez, par exemple, 10 propriétés, ou 8 ou 10 propriétés, je donne un exemple, ou plus, là, c'est vraiment un travail à temps complet. Mais que acheter une maison ou qu'acheter un appartement et le revendre ne va pas vous donner un visa investisseur. Alors, ça dépend du nombre d'unités. C'est encore pas une question de montant d'investissement, mais surtout du nombre d'unités que vous allez acheter pour faire cette activité de marchand de biens. C'est possible d'obtenir un visa investisseur pour cette activité, mais il faut que le volume soit assez important. Très bien. Alors, une personne est un peu dubitative sur le choix de son projet aux États-Unis. La personne nous indique qu'elle pourrait faire une demande de rattachement familial car toute sa famille est américaine, ou alors faire un visa de business pour venir vivre aux États-Unis. Euh, Cette personne a un projet mais ne saurait pas trop quel visa, ou en tout cas option, serait la meilleure à choisir. Bon, le rattachement familial, ça peut être très long. Alors, si par exemple, c'est la sœur d'un Américain, ça peut être 15 à 20 ans d'attente pour avoir la carte verte. Si vous avez plus de 21 ans, que c'est vos parents américains qui font la demande, l'attente peut être environ de 10 ans. Alors, vous devez d'abord regarder quel type de rattachement familial, quelle catégorie de rattachement familial et l'attente. Parce que si vous devez attendre 15-20 ans ou 10 à 20 ans, c'est mieux de faire un visa de business, un visa investisseur avant, en attendant. Alors, regardez d'abord quelle catégorie vous êtes pour le rattachement familial, combien de temps vous devez attendre pour prendre la décision si le visa business serait plus intéressant pour vous. Alors, une autre question qui vient de nous être posée, c'est pouvons-nous envoyer le dossier de demande de visa E2 en étant physiquement sur le territoire américain en tant qu'ESTA?
Si vous êtes ici en tant qu'investisseur, vous pouvez soumettre votre visa E2 investisseur, mais au moment de votre rendez-vous, vous allez devoir quitter et vous, aussi vous devez quitter à la fin de votre séjour autorisé avec l'ESTA pour aller pour votre rendez-vous. Très bien. Alors, une autre question qui vient de nous être posée à propos du visa E2. Nous sommes actuellement aux États-Unis avec ce visa. Mon fils a bientôt 21 ans. Lors de notre renouvellement de visa, pourrons-nous faire un dossier en rajoutant mon fils en tant qu'un associé du business pour qu'il ait son propre visa E2? Alors, c'est une question, tout dépend il y a beaucoup d'éléments à cette question. Alors, ça va dépendre aussi des qualifications de votre fils et de la capacité de gestion. Est-ce qu'il a un diplôme qui lui permet de gérer un business? Première question sont ses qualifications. Deuxième question, l'investissement. Est-ce qu'il va être en mesure d'investir dans la société? Vous ne pouvez pas juste demander en tant qu'associé. Votre fils, à partir de 20 ans, devient vraiment un partenaire avec vous. Vous devez lui vendre des parts de la société avec un investissement qui est en fonction de la valeur du business. Et aussi, est-ce que le business a besoin d'un autre partenaire? Est-ce que le business a besoin d'un autre manager? Est-ce qu'il y a assez d'employés pour justifier une autre personne? Est-ce que votre fils a la capacité de gestion? Alors, tous ces éléments-là devront être regardés avant de pouvoir déterminer si oui ou non votre fils peut demander un visa E2 en tant qu'associé. Alors, la réponse à votre question, c'est que oui, c'est possible en regardant tous ces éléments que je vous ai donnés. Il faut faire une analyse. Alors, l'un de nos clients nous indique qu'il a reçu une approbation pour une carte verte EB1, donc pour des personnes qui auraient des compétences extraordinaires, mais cette personne est en attente de rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Paris. La personne voudrait savoir si leur procédure va être gelée à cause de l'executive order qui a été mis en place par Donald Trump. Oui, pour ceux d'entre vous qui ont une approbation de carte verte EB1 ou autre, qui sont à l'extérieur des États-Unis, qui ne sont pas ici, vous n'aurez pas encore de rendez-vous tant que les 60 jours ne sont pas terminés. Alors, si vous êtes effectivement en attente, le 60 jours de suspension affecte les gens qui sont en attente de carte verte à l'extérieur des États-Unis. Malheureusement, vous devez attendre que la suspension soit terminée. Alors, quelqu'un qui a eu un projet intéressant d'immigration aux États-Unis, cette personne a obtenu un visa E2 il y a 4 ans, puis a obtenu la carte verte via un EB1C fin 2019. Cette personne aurait entendu parler qu'elle pourrait demander la citoyenneté américaine sans attendre les 5 ans. Est-ce vrai? Non, vous devez attendre vos 5 ans de carte verte pour demander la citoyenneté américaine. Le EB1C, c'est la carte verte basée sur le multinational. Alors, normalement, vous devez, oui, attendre les 5 ans. C'est au seul moment que vous n'attendez pas les 5 ans, c'est quand vous êtes marié avec un Américain ou Américaine et c'est par ce biais que vous avez obtenu votre carte verte et que vous êtes toujours ensemble. Alors, plusieurs personnes souhaiteraient savoir, alors ça se rapproche de la réouverture des frontières, mais quand est-ce que notre cabinet va pouvoir revenir en France pour des conférences ou des consultations? Alors, croyez-moi, aussitôt que je peux. Alors, aussitôt que nous avons l'autorisation de voyager, je vais être de retour au bureau de Paris et en conférence en France. Ça va être ma première destination, après bien sûr le Canada qui va réouvrir plus tôt que la France, mais je vous garantis que ma première destination va être la France, de retour à Paris et en conférence. Alors, je vous invite à rester, vous inscrire à ma chaîne YouTube. Comme ça, nous allons faire une vidéo. Je vais faire une vidéo qui va annoncer quand les frontières vont réouvrir et c'est quelque chose d'important par rapport aux questions sur les frontières. Aussitôt que j'ai des informations sur les ouvertures de frontières, Charles David, qui est avec moi, va faire la vidéo avec moi pour vous annoncer toutes les ouvertures de frontières. Même si c'est une vidéo de 2-3 minutes, croyez-moi, je vais le faire. Alors, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube, comme ça vous avez toutes les informations sur la réouverture et sur les conférences à Paris et les consultations à Paris. Alors, pour revenir sur l'ajustement de statut et du coup cette période où il y a l'attente du permis de voyage et de travail, combien de temps serait en moyenne cette période? Alors, il faut aussi prendre en compte qu'actuellement USCIS est fermé et que la prise d'empreinte est actuellement suspendue. Alors,
C'est de 3 à 6 mois, normalement, l'attente pour avoir un permis de voyage, un permis de travail. Là, c'est sûr qu'avec le fait que les empreintes ne peuvent pas prendre des prises d'empreintes parce que c'est fermé, l'attente est un peu plus longue. Alors, vu que nous sommes presque à la réouverture des bureaux d'empreintes digitales, vous devez calculer entre 3 et 6 mois. Mon collaborateur m'a dit cette semaine que nous avons quand même reçu des permis de travail, voyage rapidement. Alors, pour la conjonction actuelle, environ en 3-4 mois. Mais calculer 3 à 6 mois pour l'attente pour un permis de voyage et un permis de travail. Alors, est-ce que l'interview pour la carte verte EB3, donc à l'extérieur des États-Unis, donc à l'ambassade américaine à Montréal, avec un agent, va peut-être être plus difficile à cause de cet executive order de la part de Donald Trump? Alors, je pense que toujours les interviews ne sont pas faciles, sont toujours difficiles. Il faut bien se préparer pour l'interview. Est-ce que les questions vont être plus pointues? Probablement. Vous devez prendre le temps de vous préparer, de bien réfléchir au type de questions qu'ils vont vous poser. Est-ce que les interviews en général vont être plus difficiles? Franchement, oui. Surtout par rapport aux emplois. Alors, je vous conseillerais de faire une très, très bonne préparation de votre dossier, de bien le connaître, de bien comprendre pourquoi vous venez aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez comme aptitude, connaissance, expérience professionnelle qui fait que vous venez aux États-Unis, parce que ça peut être questionné. Préparez-vous avec vos réponses, surtout parlez bien anglais. Parce que les entretiens sont en anglais. Dans les ambassades américaines, même au Canada, même à Montréal, ils vont normalement vous parler en anglais. Alors, le point clé pour les EB3 et les EB2 également, c'est comment vous détachez-vous de la main-d'œuvre américaine? Qu'est-ce que vous apportez comme savoir-faire que l'Américain n'a pas? Alors, je pense que cette question-là, vous devez bien la préparer pour être en mesure de répondre. Alors, un de nos clients qui est actuellement en cours de processus du visa EB5 via le projet All Arts 3 nous indique qu'il y avait des bonnes nouvelles qui étaient arrivées début mars à propos de la priorisation des dossiers selon les pays. Mais est-ce que cette accélération est toujours d'actualité avec la situation qui est actuellement en cours avec le COVID? Oui, alors par rapport au EB5, tout est en cours, tout continue. Il y avait eu une priorité qui avait été donnée, que l'immigration allait donner aux pays d'Europe, aux Européens. Alors ça, c'est toujours en cours. Les EB5, tout fonctionne normalement. Nous avons eu quand même plusieurs questions sur le EB5. Je crois que Florian va nous les poser bientôt. Mais ne vous inquiétez pas, pour les programmes EB5, c'est en cours. Normalement, oui. À partir du mois de mars, ils allaient faire une priorité aux pays qui n'avaient pas les délais plus importants comme la Chine et d'autres pays pour les Européens. Alors, l'attente pour les EB5 va être beaucoup moins longue qu'elle devait être. Oui, alors on avait une question qui était en effet quel allait être l'impact du COVID-19 sur les projets EB5 qui allaient venir, notamment au niveau de la construction, des emplois à générer, etc. Alors, la construction des immeubles, dans le moment, est en cours. Hein. Tout ce qui est construction extérieure continue. Il n'y a pas eu de ralentissement. Alors, sur ce côté-là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les projets EB5 sont en développement. C'est de la construction extérieure. C'est pas à l'intérieur. Pour le moment, c'est toujours à l'extérieur parce qu'ils sont en développement. Alors, pour ça, le EB5 continue sa voie, comme c'était prévu. Maintenant, les ouvertures n'étaient pas prévues pour tout de suite. Les ouvertures de plusieurs de ces établissements étaient prévues pour dans quelques temps, dans les projets qui sont en construction. Alors, une question qui se rapproche aussi de ce qu'on avait parlé plus tôt avec un enfant qui atteindrait bientôt 21 ans pour un visa E2. Nous sommes 2 associés dans notre business, je détiens 49% des parts. Puis-je vendre mes parts à ma fille pour qu'elle soit associée et puisse avoir son propre visa? Alors, ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça dépend de votre fille. Est-ce qu'elle a déjà travaillé? Est-ce qu'elle a des diplômes? Est-ce qu'elle a une capacité de gestion? Est-ce qu'elle a assez d'employés pour justifier un deuxième manager? Est-ce que la rentabilité est suffisante pour payer une deuxième personne, un deuxième manager? Parce que même si c'est votre enfant qui a 21 ans, c'est quand même, ça va devenir un partenaire qui va être un manager. Est-ce que cette personne est-ce que la société financièrement peut payer quelqu'un 50 000, 60 000 de revenus ou de salaire, de dividendes ou de salaire? Est-ce que la société, surtout avec la période aujourd'hui, peut le faire ou dans quelque temps peut le faire quand les choses vont bien sûr se réétablir? Alors, c'est une analyse que vous devez bien évaluer avant de faire la demande pour votre enfant de 21 ans.
Alors une personne qui aurait un passeport français, par exemple, pourrait-elle voyager vers le Canada dans un premier temps, puis ensuite du Canada vers les États-Unis? Alors, dans le moment, les frontières canadiennes sont fermées. Elles vont être réouvertes que pour les gens qui sont canadiens ou américains. Les frontières du Canada ne sont pas encore ouvertes pour l'international. Très bien. Euh, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On arrive sur la fin, donc n'hésitez pas à poser des questions sur votre situation personnelle. Maître Poirier, est-ce que vous auriez un mot à rajouter par rapport à toute Alors, cette situation? alors, dans le moment, nous sommes ici à South Beach, nous sommes à Miami Beach. Les choses sont en train de réouvrir graduellement. Les parcs, tout ce qui est public, les golfs, c'est en train de réouvrir. Alors, c'est positif. Il y a beaucoup moins de décès, il y a beaucoup moins de cas à New York. Alors, je pense que le tourisme va reprendre. Nous avons un président ici aux États-Unis qui est dans un premier lieu, dans un premier temps, un homme d'affaires. Alors, il va s'assurer que les business survivent et que l'économie revienne en place. C'est quelqu'un qui va tout faire pour réouvrir les frontières le plus rapidement possible, bien sûr en protégeant la santé des Américains, mais ce n'est pas quelqu'un qui va attendre très, très, très longtemps avant de réouvrir l'économie américaine. Il essaie de faire tout ce qu'il peut pour que l'économie américaine revienne. Alors, pour tous ceux d'entre vous que vous avez des projets pour les États-Unis, ne soyez pas négatifs, ne soyez pas pessimistes par rapport à ce qui va arriver, parce nous avons eu beaucoup d'aide. Le président est conscient que les sociétés ont besoin de réouvrir, que le tourisme a besoin de reprendre. Lui-même, il a été impacté par ses propres business dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans le golf. Alors, si vous avez un projet, continuez, allez de l'avant. Nous avons un pays qui va remonter le plus rapidement, je pense très rapidement. Les États-Unis vont se remettre en place peut-être bien avant d'autres pays au monde. Alors, ne soyez pas inquiets. Nous voyons très, très bien que les choses sont en train de revenir à la normale. Vous pouvez voir, nous sommes actifs, nous sommes au bureau, nous travaillons, nous prenons bien sûr toutes sortes de protections pour ne pas attraper ce virus, mais restez positifs. Même pour l'emploi. Pour l'emploi, si vous avez des capacités exceptionnelles ou que vous avez des connaissances, que ce soit dans l'aviation, que ce soit un de mes clients, pour vous donner un exemple, avait des connaissances de la pelouse d'un terrain de golf et comment utiliser les pesticides sur le terrain de golf. Et il a obtenu sa carte verte sans demande de document complémentaire ni rien. Alors, si vous avez des connaissances dans un sujet précis, que ce soit la pelouse d'un terrain de golf, que ce soit de l'aviation ou autre. Ma propre assistante avait des connaissances sur l'administratif français. Notre Florian, qui est avec nous, Vacher, avait des connaissances spécialisées dans le marketing européen. Ce sont tous des gens qui, aujourd'hui, sont des preuves concrètes qui ont la carte verte. Alors, pour ceux d'entre vous qui avaient des connaissances, qui avaient quelque chose à apporter, c'est le pays d'opportunité. Oui, nous travaillons dur, oui, c'est difficile, mais c'est un pays d'opportunité. Et les États-Unis vont toujours être là pour vous aider et vous pousser à réussir. Alors, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Florian, est-ce qu'il y avait autre chose? Alors, quelqu'un demandait quelle serait la meilleure façon de vous joindre pour étudier notre projet d'immigration. Est-ce qu'il est toujours possible de planifier des consultations avec vous? Alors oui, je suis au bureau, comme vous pouvez le voir. Nous sommes au bureau et j'ai appris avec la nouvelle technologie de Zoom de faire les consultations via Zoom, que je trouve qui est assez intéressant parce que nous pouvons être même plusieurs personnes sur l'écran et nous pouvons même visualiser les documents ensemble. Alors, pour ceux qui ne sont pas en mesure de venir ici parce que les frontières sont fermées, je peux faire les consultations même s'il faut par WhatsApp ou via Zoom ou bien sûr par téléphone. Je suis en consultation tous les jours. Je n'ai pas arrêté. Comme dirait une amie très proche, que je n'ai pas été vraiment confinée parce que je suis venue travailler en tant qu'employée essentielle ici à mes bureaux. Alors, j'ai toujours continué à essayer de faire mes consultations avec les clients par les moyens que nous avons aujourd'hui, que ce soit téléphone, encore une fois Zoom, WhatsApp. J'ai essayé d'apprendre toutes ces nouvelles technologies, même si nous avons des meetings avec mes collaborateurs, avec nos clients, nous arrangeons l'écran pour que nous puissions tous nous voir et même regarder les documents
collectivement ensemble. Alors, les consultations continuent. Je serai de retour à Montréal bientôt parce que les frontières vont réouvrir le 19 mai. Alors, ma première sortie va être pour Montréal. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont peut-être anglophones et qui m'écoutent, peut-être sur live website, webinar, nous serons à Vancouver pour des conférences sur les visas, sur les cartes vertes B5, les visas E2. Je serai également à Toronto dans les prochaines semaines. Alors, parce que les frontières du Canada ouvrent avant les frontières de l'Europe, je vais être en conférence et en consultation entre Toronto, Vancouver et Montréal dans les prochaines semaines. Je pense fin mai, début juin, je serai de retour au Canada. Alors, malheureusement, je ne pourrai pas être à Paris tout de suite, mais aussitôt que je peux, je serai à Paris. Je vais l'annoncer, je vais faire une vidéo. S'il y a des nouvelles conférences qui se mettent en place, il va probablement avoir d'autres webinars qui vont être faits sur les EB5. Si jamais certains d'entre vous avez besoin d'informations ou que vous aimeriez que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, envoyez-nous un email au bureau à marcelpoirier@marcelpoirier.com et je m'assurerai de vous faire une vidéo sur un sujet particulier que vous avez comme demande. Si j'ai oublié de vous dire quelque chose, surtout n'hésitez pas. Envoyez-moi un email, appelez-nous. Tout mon staff est ici et nous sommes en mesure de vous répondre. Alors, des personnes pourraient se demander quel est le prix d'une consultation. Est-ce que nous proposons des consultations gratuites? Alors oui, je fais une journée par semaine de consultation gratuite. Tous les jeudis, je fais 30 minutes de consultation gratuite. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui avez des questions, vous pouvez m'appeler avec Véronique, ma collaboratrice. Elle pourra vous donner un rendez-vous c'est tous les jeudis. Alors, une journée par semaine, je fais des consultations gratuites. Quand les consultations sont plus précises ou plus complexes, les consultations sont payantes, dépendamment du sujet ou aussi du temps dont j'ai besoin pour revoir peut-être certains documents. Mais oui, toutes les semaines, nous avons des consultations gratuites tous les jeudis. Alors, une question qui vient de se rajouter récemment. Pensez-vous que les E2 actuellement coincés à l'étranger vont avoir le droit de rentrer prochainement aux États-Unis? Est-ce qu'il pourrait peut-être y avoir un assouplissement des règles à ce niveau-là? Notre famille est séparée, mon époux ne peut nous rejoindre. Et si je le rejoins en France, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons pouvoir revenir aux États-Unis pour gérer notre entreprise. Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que peut-être que progressivement, les frontières ne vont pas s'ouvrir complètement ou que tout le monde peut rentrer en même temps parce qu'ils ont un peu peur, bien sûr, du virus. Possiblement, le président des États-Unis va laisser certaines catégories de personnes, dont les gens qui détiennent des visas pour travailler ou des visas investisseurs pour venir aux États-Unis, rentrer en premier. Alors, probablement qu'il va peut-être avoir un certain tri de ce type pour le retour aux États-Unis. Alors, encore une fois, j'aimerais bien vous dire que ça va se faire. Je vois que l'État de New York est en train d'aller mieux, mais ils sont tous toujours en confinement. Même nous, ici à Miami Beach, tous les restaurants sont fermés, les hôtels sont toujours fermés. Mais aussitôt que c'est possible, le président, bien sûr, va réouvrir les frontières pour s'assurer que le tourisme revient. Mais sa priorité, c'est la santé des Américains. C'est toujours sa priorité. Alors, une personne qui n'a peut-être pas vu le début du live où on avait répondu à cette question, c'est avez-vous une idée de quand est-ce que le premium processing va reprendre aux États-Unis? Comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, non. Nous ne savons pas encore quand le premium processing va reprendre. C'est un problème d'effectifs parce que les dossiers pourraient être traités en 15 jours. Il faut avoir quand même beaucoup d'effectifs à l'immigration. Alors, selon moi, encore, c'est une opinion personnelle, quand l'immigration va réouvrir début juin, ça devrait être remis progressivement. Le premium processing va être remis probablement rapidement après, quand les gens vont être de retour au travail. Parce que dans le moment, les gens sont encore en télétravail. Même l'immigration, l'effectif est aussi partiellement en télétravail. Alors quand ça va se terminer, je pense que le premium processing va être remis en place. Alors une question qui vient d'arriver au niveau du visa E2. Pensez-vous que cette situation va peut-être permettre de changer la durée des visas E2 qui est accordée aux Français? Est-ce que le traité va peut-être changer et augmenter? Il est actuellement à 25 mois, pourrait-il revenir à 5 ans par exemple? J'ai toujours pensé, ça a toujours été mon opinion, que les visas E2 peuvent revenir à 5 ans. Alors, je pense que vu que l'impact économique va être important, que la difficulté pour avancer plus vite va être peut-être ralentie, alors, je pense qu'il y a quand même un potentiel que ça revienne à 5 ans. Encore pour tous ceux d'entre vous qui pensent à investir, à faire des visas investisseurs, c'est le moment
encore une fois, je l'avais déjà dit sur un de mes vidéos précédentes, c'est le moment de contacter vos business brokers, de contacter vos agents immobiliers pour ceux qui veulent acheter des maisons, pour ceux qui veulent acheter des commerces, parce qu'il va y avoir des choses qui vont être intéressantes à racheter. Les prix vont être beaucoup plus bas. Il va y avoir plus de marge de négociation pour les beaux commerciaux, parce que, bien sûr, il y a des gens qui vont être obligés de fermer leurs portes, malheureusement. Alors, le malheur d'une personne peut faire le bonheur d'une autre. Mais peut-être que votre budget que vous aviez ne vous permettait pas d'accéder à un certain business qu'aujourd'hui, vous êtes capable de l'accéder. Peut-être que le bail commercial qui était très élevé, aujourd'hui, va être beaucoup moins élevé à cause de qu'il y a des immeubles entiers qui vont se vider. Alors, pour ceux qui avaient des projets pour investir, commencez à contacter vos agents, commencez à leur demander de vous envoyer des listings, à analyser ce qui se passe, analyser les chiffres. N'attendez pas que les frontières réouvrent. Comme ça, vous allez avoir déjà fait un pas à l'avant. Vous pouvez même créer une société en n'étant pas ici aux États-Unis. Ça, c'est pas compliqué. Un comptable peut vous créer une société en étant à l'étranger. Alors, il y a déjà beaucoup d'étapes que vous pouvez préparer avant même que les frontières soient ouvertes. Et quand la frontière ouvre, vous avez déjà sélectionné, fait un tri de qu'est-ce qui est possible. Les agents immobiliers peuvent communiquer avec les vendeurs. Vous obtenez peut-être déjà des chiffres, des bilans. Alors, tout ça, vous pouvez faire en étant encore en Europe ou au Canada. Alors, commencez. Il va y avoir des grandes opportunités d'investissement. Et je pense que notre pays, les États-Unis, le pays ici où nous sommes, va vous donner des chances pour réussir. Alors, les visas investisseurs, c'est le moment d'investir. C'est le moment de regarder. Contactez vos agents, contactez-nous pour des consultations. Comme je disais tout à l'heure, j'offre moi des consultations gratuites. Alors, regardez vos projets. Ne restez pas à attendre que les frontières ouvrent parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez faire bien avant que les frontières ouvrent. Alors, pour des personnes qui justement souhaiteraient se lancer dans ce projet d'immigration et de rêve américain, quelle serait la première étape du coup? Est-ce qu'il faudrait peut-être contacter un comptable pour ouvrir une entreprise? Comment ça se déroulerait? Alors, normalement, après la première consultation avec moi, la prochaine étape, normalement, c'est de créer une société. Si vous voulez faire, par exemple, un visa investisseur, parce que vous devez avoir une entité légale avec laquelle vous allez investir. Alors, étape numéro 1, faites une consultation avec moi ou votre avocat d'immigration de votre choix. Et ensuite, le comptable. Ce sont les deux premiers intervenants et aussi un bon agent immobilier pour voir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est à acheter, quels sont les locaux commerciaux de disponibles, quels sont les prix, comment ça fonctionne. Parce que ce n'est pas comme vous êtes habitué de voir si vous êtes en France, les beaux commerciaux avec des périodes déterminées. Ici, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont, selon votre moyen, votre budget, vous pouvez obtenir en termes de business? Quelle est la réalité? Parlez à des gens qui sont ici physiquement, dans le moment, comme moi, comme les agents, comme les comptables, qui pourront vous donner un petit peu vous éclairer sur le type de business qui serait possible pour vous. Je pense que c'est des choses que vous pouvez déjà faire. Merci Maître Poirier. Alors, on va finir sur une dernière question qui a été abordée un peu plus tôt, mais qu'on pourrait peut-être développer un peu plus. Ça serait quelles seraient du coup les étapes pour, disons, une personne française ou toute autre personne étrangère qui souhaiterait trouver un emploi aux États-Unis ou un employeur, que ce soit un visa ou que ce soit une carte verte? Quelles seraient vos recommandations? Mes recommandations, c'est de bien regarder les modes de recrutement que les Américains utilisent. C'est quoi? Indeed, Craigslist, Monster.com. Quand nous cherchons des employés, comme par exemple moi, mon cabinet, quand je cherche un employé qui parle français, par exemple, pour venir travailler pour moi, je vais mettre une annonce sur Craigslist ou je vais mettre une annonce sur Monster.com parce que j'ai besoin de quelqu'un avec un savoir-faire français ou canadien ou quelqu'un de nationalité canadienne ou québécoise. J'ai besoin d'avoir un certain profil. Alors, je vous donne mon exemple à moi. Alors, je vais mettre une annonce. Je vais mettre une annonce sur ces sites. Aussi, rapprochez-vous des chambres de commerce. C'est très important. Chambre de commerce de New York, la chambre de commerce de Los Angeles, extraordinaire, avec un réseau incroyable. Notre chambre de commerce ici à Miami. Rapprochez-vous des chambres de commerce franco-américaines. Il y en a au Texas, il y en a à Miami, à San Francisco, à Los Angeles, à New York. Les chambres de commerce ont énormément d'informations pour vous si vous pensez venir aux États-Unis, travailler aux États-Unis. Je pense que vous devriez vous inscrire aux chambres de commerce dans l'État
que vous regardez, que vous envisagez. Ça serait déjà un bon début pour avoir beaucoup plus d'informations. Il y a des chambres de commerce qui sont très, très actives. Alors, je crois qu'il faut regarder. Et même si vous ne pensez pas à New York ou à Los Angeles, quand même, allez vers eux, voyez un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Peut-être venez à certains événements. Ils ont probablement des événements qui sont sur Zoom, comme la majorité des gens font aujourd'hui. Je pense que les chambres de commerce, c'est une très, très bonne ressource pour vous. Alors, on va finir sur une dernière petite question. C'est une personne qui souhaiterait savoir si il est possible d'ouvrir une société via notre cabinet sans pour autant nous engager tout de suite pour le visa. Alors, vu que je suis membre du barreau de la Floride, je peux ouvrir une société que pour l'État de la Floride. Alors ça, on peut le faire, c'est pas un problème, sans nécessairement faire un visa. Pour les autres États à travers les États-Unis, je vous conseillerais de contacter un comptable 6 pieds. Assurez-vous que la personne, c'est bien un 6 pieds. Qui pourra vous aider à créer la société dans un autre État dans lequel vous choisissez. Parce que n'oubliez pas que la fiscalité change d'État en État. Alors, ce n'est pas le cas pour l'immigration américaine. L'immigration américaine est fédérale, uniforme à travers tous les États. Alors que vous décidiez d'investir en Floride, à New York ou au Texas, c'est pareil. Mais la fiscalité change d'État en État. Alors, avant de prendre une décision où enregistrer votre société, je vous conseillerais de parler avec un comptable, 6 pieds fiscaliste, qui va être en mesure de vous dire les avantages et les inconvénients. Par exemple, si vous enregistrez une société à New York, c'est différent de la Californie ou bien sûr du Delaware ou du Nevada. Alors ça, c'est des questions que vous devez poser à des comptables. Moi, je peux vous aider que pour la Floride, mais pour la création de société. Mais pour tout ce qui est fiscalité, rapprochez-vous du comptable parce que les taxes vont changer d'État en État. Alors, c'est première une très, très bonne question à poser à un comptable. Alors, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Merci en tout cas à tout le monde d'être passé sur notre web séminaire, d'avoir posé des questions, interagi avec nous. Merci Maître Poirier également d'avoir répondu à toutes ces interrogations et d'avoir rassuré, je l'espère, la majorité des personnes qui sont sur le live et qui nous suivent. Alors, est-ce que je peux vous laisser du coup le mot de la fin et peut-être un mot d'espoir dans cette situation un peu compliquée? Alors, je voulais premièrement vous remercier. J'ai reçu des centaines d'emails. Je pense, je suis très, très heureuse de voir votre intérêt à ce webinaire. Je vais en faire d'autres. C'est sûr que je préfère être en conférence et vous avoir tous autour de moi en conférence. C'est plus facile de vous voir et de faire nos conférences interactives, comme je dis toujours, que quand je suis surtout à Paris ou en France. Mais en attendant que je peux vous voir en personne, nous allons continuer avec les caméras et les systèmes que nous avons de technologie. Alors merci, surtout merci à tous d'avoir participé à ce live webinar. Je suis désolée que peut-être le lien n'a pas été clair. Nous essayons de nous améliorer. Vous savez, moi, la technologie, je ne sais pas trop mon truc. Alors, je fais du mieux que je peux avec mon équipe ici. Nous allons en faire d'autres. Si vous avez des commentaires, vous voulez me dire ça n'a pas bien été, on n'a pas bien entendu, vous auriez dû parler de ça, envoyez-moi un email. Je suis ouverte à toutes les critiques. Je sais que j'ai des bons amis qui sont là, qui me regardent. Alors, je suis certaine que ce week-end, je vais savoir qu'est-ce que j'ai fait de bon et de pas bien. Mais tous, si vous avez d'autres questions, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez besoin de me parler, envoyez-moi un email. Les consultations sont gratuites. Sachez que je serai de retour. Je me sens comme un oiseau qui n'a plus d'aile dans le moment. Alors, d'être sans les avions, aussitôt que je peux voyager, je vais de retour dans votre région. Je vais commencer bien sûr par la France, le Canada, mon pays, mais nous serons de retour. Les vidéos vont continuer. Si vous avez des idées, vous avez besoin d'avoir des informations, envoyez-moi des emails. Restez en contact avec nous. Nous sommes tous au bureau, nous sommes opérationnels et je suis là pour vous. Que ce soit consultation gratuite, consultation régulière ou que vous avez besoin de me parler, envoyez-moi un email. Appelez-nous. Je serai là pour vous. Surtout, restez positifs parce qu'il fait très beau dehors et les États-Unis, c'est un pays d'opportunités et croyez-moi, ça va rester le cas pour très, très, très longtemps. Alors, au plaisir. Encore une fois, grand merci à mon collaborateur Florian Vacher qui est extraordinaire à préparer ces questions. Alors, merci Florian et merci à tous. À très bientôt.